Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très bien. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire mercredi 20 avril. Alors, j'ai le plaisir autour de moi d'accueillir Caroline Tantard de Health and Tech Research de Care Insight, France Imbervière, président du BECOM et expert en cybersécurité, et Laurent François, qui est responsable du système d'information du CH Albert Calmette, pour un Health and Tech très spécial, puisque c'est un Health and Tech spécialisé sur une recherche qui a été menée par Care Insight sur le marché de la cybersécurité, et en particulier sur les stratégies d'équipement des GHT face au ransomware. Alors, au programme, une petite introduction de Health and Tech Research. Ensuite, ça va être le cœur de ce webinaire. Nous allons avoir Caroline qui va nous présenter les principaux retours de cette étude de cybersécurité. Il sera suivi d'un débat avec l'aide de France Imbervière et de Laurent François. Je vous invite, alors pour ceux qui ont l'habitude, c'est comme d'habitude. Pour les autres, vous verrez que en bas à droite, il y a une partie de chat. Donc, je vous invite à poser les questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas, elles sont toutes les bienvenues. Et puis, on les prendra à la fin de la présentation, de manière à ce qu'on puisse répondre aux interrogations des uns et des autres. Déjà, fin d'année, j'ai dû l'ERA, j'ai dû le refaire à la main, j'avais fait un script parce que... Alors, je ne sais pas si Laurent François, vous pouvez peut-être couper votre micro temporairement. Après les recommandations et les multiples changements qu'ils font. Donc j'avais fait un script que j'ai filé à mes copains de Calais. D'accord. Excusez-moi, j'ai un petit souci, je ne connais pas bien l'outil. J'aimerais couper le son, j'ai quelqu'un dans mon bureau, mais... Alors, attendez, je vais peut-être vous aider. Est-ce que je peux le faire? Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Très bien. Alors, Health and Tech Research. Peut-être commencer par ça, puisque en fait, c'est la première étude à Health and Tech Research qui paraît, cette étude sur la cybersécurité. En fait, elle est tout à fait en ligne avec les activités de Care Insight, qui consistent à comprendre, analyser, mesurer le marché de la santé, du numérique en santé, et précisément d'alimenter tous les acteurs de ce marché avec des datas, de l'expertise, du digital, de manière à ce qu'il y ait des éléments fiables pour pouvoir choisir les bonnes solutions et pouvoir mieux articuler les actions des uns et des autres. En particulier, pour la partie recherche, il s'agit de remplir de répondre à plusieurs enjeux. Le premier, c'est décrypter un marché en profondeur, à la fois sur la taille du marché, les différents acteurs, les stratégies adoptées, la réglementation, les financements, les différentes solutions qui existent, d'explorer dans le détail les entreprises et les solutions de marché disponibles, et d'identifier les leviers et les freins et les opportunités de croissance pour chacun des acteurs. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois une articulation entre les solutions, les acteurs, et évidemment l'utilisation de ces différentes solutions. La cybersécurité, alors, il fallait bien commencer par un premier thème. La cybersécurité, c'est un enjeu fort en ce moment, qui a été rappelé l'année dernière par le président de la République, avec le renforcement de la stratégie de cybersécurité à destination des établissements de santé et médico-sociaux. C'est devenu une priorité nationale. Les 135 GHT, ils sont évidemment tous très sensibles, on le verra, et l'enquête qui a été menée montrera également une très forte responsabilisation dans ce domaine. On peut s'interroger sur le fait que ça soit tout de même au niveau nécessaire, puisqu'on se rend compte en parallèle que les risques augmentent sans cesse, et qu'on n'a jamais été autant en insécurité, si j'ose dire, du fait d'attaques qui sont de plus en plus organisées et de mieux en mieux structurées, et qui font courir des risques, parfois des risques simplement liés à des malveillances ou à des tests, parfois à des risques qui sont beaucoup plus sérieux, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue d'organisation ou des réputations.
ça nous a amené à analyser un certain nombre de solutions clés pour endiguer l'un des risques, qui est un des risques majeurs vécus par l'ensemble des acteurs actuellement, qui est le risque de ransomware. Donc, pour mémoire, un risque de ransomware, il s'agit de cryptage d'un ensemble d'outils à l'intérieur des organisations, qui vise à simplement demander une rançon pour pouvoir les décrypter. Donc, deux types d'outils, deux types de solutions qui sont absolument clés dans ce domaine-là, les EDR et les SIEM. Les EDR qui sont les équipements plutôt préventifs qui vont permettre de protéger les outils, et les SIEM qui sont des outils, des solutions qui permettent de surveiller, de collecter des logs. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole peut-être à France Imbervière, qui pourra peut-être nous préciser un peu mieux de quoi on parle quand on parle des EDR et des SIEM. Je l'ai rapidement évoqué, mais je suis sûr que ton point de vue, France Imbervière, est beaucoup plus pertinent et précis que le mien. Alors ça, c'est très prétentieux, mais je vais essayer d'être très vulgarisateur. Alors, bonjour à tous. On va faire une petite remarque sur la définition de l'EDR, du SIEM et puis du XDR. Dans la slide précédente, si tu veux bien, Jérôme, remonter, on précise que l'EDR est un outil qui permet d'assurer la protection des ordinateurs, serveurs, tablettes et objets. Alors non, un EDR ne protège que les ordinateurs et un XDR protège les ordinateurs, les tablettes, les téléphones et les IoT. Donc c'est l'ensemble des équipements mobiles qui sont protégés en complément. Aujourd'hui, on peut dire volontiers EDR, XDR, parce que quasiment les EDR du marché proposent maintenant de faire du XDR, c'est-à-dire protéger un mobile. Si on protège un mobile, on fait du X. Les SIEM, ce sont les solutions qui vont permettre de consolider l'information de ces outils de détection et de protection et qui vont permettre d'analyser tout de suite où se trouve la menace et quelle est la nature de l'attaque. Et nous, on a une posture quand même vis-à-vis des prescriptions qu'on peut donner, qui consiste de dire qu'il faut davantage mettre de moyens dans la prévention du risque que dans la rémédiation. Et le SIEM fait partie des outils de rémédiation. Il est néanmoins incontournable, mais il nécessite d'avoir des EDR qui soient vraiment bien déployés et vraiment bien administrés, parce que sinon la bonne information ne remonte pas dans le SIEM, et le SIEM est censé nous permettre de détecter, par exemple, quand il y a un cryptolocker qui arrive dans une organisation, donc un ransomware, d'identifier l'origine de l'attaque, quelle est la machine concernée ou qui publie le ransomware dans le réseau. Et un SIEM, ça va permettre d'identifier ça. Donc c'est assez important, mais s'il est mal paramétré, ça sert souvent à rien. Et malheureusement, on voit beaucoup de SIEM qui ne sont pas vraiment gérés comme ils devraient l'être, parce que ça nécessite un travail qui est plus compliqué que celui qui est prétendu par l'éditeur, malheureusement. Voilà mon petit point de vue sur les EDR. Merci beaucoup. Donc, EDR préventif, SIEM plutôt en rémédiation. Alors, je pense que sans plus attendre, on va rentrer dans le cœur du sujet avec Caroline qui va nous présenter un petit peu l'étude qui a été menée avec les principaux retours de cette étude. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude qui a été menée auprès d'un échantillon de DSI et de RSI exerçant dans des établissements de santé publique, donc un échantillon de 30 qui couvre 27 GHT, qui donc représente à peu près 20% de la couverture. En termes de modalité, une interrogation au téléphone pour pouvoir avoir un échange à partir d'un questionnaire structuré. Et ces entretiens ont été menés tout dernièrement, donc fin février à fin mars. Comme le rappelait en préambule Jérôme, aujourd'hui, dans l'enjeu de la cybersécurisation des établissements de santé est véritablement une des priorités du gouvernement. Et depuis en fait janvier 2012, le gouvernement met l'accent en voulant mettre en place une architecture commune effective à l'ensemble des établissements qui appartiennent au GHT. Aujourd'hui, il s'avère que par rapport aux 27 GHT qu'on a interrogés et aux 30 DSI, à peu près un peu moins de 40%, 37% d'entre eux disent qu'il y a une architecture commune effective. Donc déjà, il y a une lenteur, en tout cas, de constitution pour l'ensemble des établissements du GHT à avoir une structure commune. Et ce qui est important de voir, c'est de connaître l'impact de cette absence par rapport de cette absence d'architecture commune
Et ils sont tous d'accord pour dire, l'ensemble, la majorité d'entre eux, à 74%, qu'effectivement, cette absence constitue un frein, en tout cas dans l'harmonisation et la cybersécurisation de leur système d'information. Alors, effectivement, on fait face à une intensification sans précédent depuis la pandémie, à des cyberattaques qui touchent également les établissements de santé. Donc, on estime à peu près aujourd'hui qu'il y a une cyberattaque tous les 3 jours qui atteint les établissements de santé publics, qui peut avoir effectivement des conséquences assez graves, c'est-à-dire paralyser les chaînes de soins, et donc la prise en charge des patients, donc une reprogrammation de leurs soins. Ça entache effectivement également la réputation de l'établissement de santé. Et ça a un coût financier assez exorbitant. À titre d'exemple, là, on a estimé, en tout cas, par rapport à la cyberattaque qu'avait vécu le centre hospitalier de Dax, un coût à 2,3 millions d'euros, ce qui est quand même assez estimable. Et puis, on assiste aussi à un marché noir, puis on le voit à travers le pass vaccinal, qu'aujourd'hui, les patients sont des données sensibles, mais en tout cas, elles se revendent très facilement sur le net, avec une moyenne faciale entre 350 et 500 euros, ce qui n'est pas rien. Donc aujourd'hui, les établissements veulent en tout cas monter en puissance pour se protéger, se prémunir de ces cyberattaques qui peuvent entacher à la fois leur réputation et qui a un coût. Aujourd'hui, c'est en déclaré, ils estiment que la cybersécurité représente, en termes de budget, à peu près 12-13% de leur budget total, et que si on leur parle, on leur demande effectivement comment l'établissement de santé ou le GHT va-t-il augmenter ce budget, de manière, la majorité d'entre eux estiment effectivement que en moyenne, on va assister à peu près à une augmentation de 10% pour cette DSI sur 10, la majorité d'entre eux. En revanche, ce qui est aussi intéressant, c'est que la détention de la cyberassurance n'est détenue aujourd'hui que par 6 établissements sur 10. Et donc, il y a encore des établissements qui ne sont pas dotés de cyberassurance, alors qu'on fait face à une intensification. En revanche, ils ne l'ont jamais, en tout cas, activée. Mais revenons au sujet qui nous préoccupe plus, puisque l'objet de l'étude était de bien, en tout cas, dresser un état des lieux des types de menaces auxquelles faisaient face l'ensemble de ces établissements de santé. Donc, les types d'attaques qui ont été recensés donc, en 2021, donc c'est la parole de ces DSI, de ces 27 GHT. Donc, ce qui est prédominant et très nettement, c'est le phishing et le spear phishing et le ransomware, qui représentent, 48% d'entre eux disent qu'ils ont fait face à ce type d'attaque, 32% pour le ransomware. Effectivement, la composante humaine est toujours un facteur critique de cybersécurité, puisque les menaces involontaires internes, 17% d'entre eux, donc un DSI sur 4, disent faire face à ce type de menaces. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que quels sont donc les vecteurs d'attaque auxquels ils ont été confrontés, mais de mettre également en regard les niveaux de compromission. Donc, vous avez donc sur la gauche, 81% disent effectivement les vecteurs d'attaque, c'est le emailing, et pour 69% d'entre eux, effectivement, il y a eu une attaque réussie. Donc, sur la gauche, vous avez donc le rapport entre la compromission et le vecteur d'attaque, ce qui donne une hiérarchisation et en tout cas une analyse de risque. Ce qu'on voit effectivement, c'est que plus on est proche de 100, plus effectivement le risque est important. Et il va falloir se prémunir et être excessivement vigilant et adopter les bonnes pratiques pour pouvoir éviter justement ce type d'attaque réussie. Donc, très clairement, nous sommes face à des attaques réussies concernant le emailing, mais également via les médias sociaux qui sont de plus en plus présents dans les établissements de santé, mais également, même si c'est très peu en termes d'incidence, en termes de vecteurs d'attaque, tout ce qui est relatif au système d'automatisation des bâtiments
ou autres systèmes de contrôle industriel. Donc aujourd'hui, il y en a très peu qui estiment que c'est un vecteur d'attaque, 6% d'entre eux, mais en revanche, c'est une attaque réussie avec une probabilité très forte. Ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en regard leurs pratiques. Quelle est leur démarche analytique justement du risque et quels sont les éléments inclus dans l'analyse des risques. Donc, globalement, on voit quand même des pourcentages très élevés et ils restent très élevés pour les premiers postes qui sont rattachés effectivement à tout ce qui est serveur, réseau, le emailing, les serveurs d'accès à distance et les systèmes d'information clinique. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on voit l'utilisation et l'usage, en tout cas, d'objets connectés qui sont utilisés dans la prise en charge des patients et du parcours patient. En revanche, on tombe très rapidement en dessous de 50%, vers du 33-30%, tout ce qui touche en fait au système d'information lié soit à une dimension financière, soit à une dimension, je veux dire, interne de communication à travers les visioconférences ou d'autres dimensions comme le système judiciaire. Donc, toute la force de frappe est concentrée et au regard des vecteurs d'attaque et de la hiérarchie qu'on a vu précédemment, qui sont le emailing, voilà. On leur a demandé également, ce qui est intéressant, parce que ça, ce sont des enjeux aujourd'hui majeurs. On sait que la plupart des établissements de santé sont plutôt en déficit financier, donc ils ont un budget aujourd'hui qui représente la cybersécurité de 10%, de 10% du budget de l'ensemble des budgets IT. Et donc, on leur a demandé quels étaient les enjeux de demain pour l'avenir de la cybersécurité au sein de ces établissements de santé publics. Et il y a vraiment véritablement trois enjeux pour eux auxquels doit répondre la gouvernance de ces établissements de santé. C'est mieux sensibiliser les usagers aux questions de la cybersécurité, sachant qu'aujourd'hui, ils l'ont déclaré par eux-mêmes, la majorité d'entre eux, à peu près 70%, aujourd'hui forment de manière régulière ou sensibilisent plutôt l'ensemble de leur personnel, que ce soit du personnel soignant, que ce soit du personnel hiérarchique administratif, pour les sensibiliser et surtout d'allouer davantage de budget à la cybersécurité pour pouvoir se doter, en tout cas, d'outils comme des solutions EDR ou des solutions SIEM ou d'autres solutions qui leur permettent justement d'endiguer ces vagues de cybercriminalité aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans un contexte où, je dirais, l'image de la gouvernance des établissements de santé est quand même largement entachée depuis la pandémie. Et aujourd'hui, le niveau de confiance accordé à l'ensemble de la direction générale est importante. Et donc, l'ensemble de ces DSI interrogés donc, font confiance aux prochaines années et au chemin que va prendre, en tout cas, l'administration quant à cette diligence et cette dotation de moyens pour endiguer l'ensemble de ces attaques qui sont de plus en plus prégnantes. Excusez-moi, j'essaie de trouver. Donc, effectivement, nous, on a dans l'étude, et je ne vous en ferai pas part, on a effectivement fait un benchmark de l'ensemble des solutions qui étaient disponibles sur leur marché. Et si vous voulez en tout cas connaître un peu plus en détail ces résultats, vous pourrez toujours revenir vers nous pour avoir en tout cas l'enquête dans sa globalité. Mais ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que quand on leur parle de solutions de protection des données qui sont disponibles sur le marché, on est plutôt sur un niveau de oui, c'est plutôt adapté. Et très peu d'entre eux trouvent que les solutions, en tout cas, qu'ils connaissent ou soit qui sont utilisées au sein de leur établissement, sont tout à fait adaptées. Donc, je dirais qu'il y a une offre de marché qui pourrait être satisfaisante, qui pourrait cependant mieux répondre à leurs besoins. On serait plutôt normalement sur un top
de tout à fait adapté, de l'ordre de 30 ou 35%, ce qu'on n'y est pas, puisqu'on est seulement de 6%. Au regard, on leur a effectivement demandé quel était leur taux d'équipement aujourd'hui sur 2 types de solutions, puisqu'on s'est focalisé sur les solutions EDR et les solutions SIEM. Aujourd'hui, il est très clairement dit que la plupart des établissements, 8 établissements sur 10, sont dotés de solutions EDR et seulement la moitié sont dotés de solutions SIEM. C'est 47% ont les deux, donc la moitié ont les deux, et 47 plus 37, ça fait donc 84%, donc 8 établissements sur 10. Donc, ça donne un éclairage sur le fait qu'aujourd'hui, les solutions SIEM ne sont pas, au regard des paroles de ces experts, ne sont pas implantées dans les établissements de santé. Alors, merci beaucoup, Caroline Tantard. Avant de rentrer dans le débat et les échanges de cette étude extrêmement riche, enfin, dans laquelle il y a énormément de choses qui ont été déjà partagées, Laurent François, je ne sais pas si vous pouvez peut-être, alors je sais pas, vous avez désactivé votre micro, si vous pouvez le réactiver et peut-être nous présenter en 2 mots votre situation, le GHT et voilà. Oui, Laurent François, RSI d'un GHT, du GHT Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Nous sommes un petit établissement de 450 ou 500 salariés spécialisé en pédopsychiatrie avec une branche médico-sociale également, donc sanitaire et médico-sociale. Nous n'avons aucun pôle d'urgence ou de MCO. Nous traitons que de la pédopsie et de la psychiatrie. Voilà. Et alors, au sein du GHT, vous avez aussi un CHU qui, lui, a une situation quand même un peu particulière. Alors, tout à fait. Au sein du GHT, le GHT fait partie, le GHT regroupe le centre hospitalier de Camiers, le nôtre, le CHB de Boulogne-sur-Mer et le centre hospitalier de Calais, qui est le plus grand des centres, avec une grosse problématique du traitement des personnes relatives aux flux migratoires que l'on peut rencontrer sur toute la Côte d'Opale et dont vous avez probablement entendu parler au niveau national. Donc, en vient la gestion d'identité, qu'elle soit aussi bien au niveau du patient qu'au niveau du soignant. Les soignants arrivant n'ayant pas forcément les documents adéquats et il est très difficile à quelqu'un de la gouvernance de pouvoir certifier, par exemple, qu'une carte professionnelle pakistanaise est bien réelle et qu'elle a bien été, ou je dis pakistanaise, ou ça peut être une autre. Hein. Donc, on a une confrontation à un flux migratoire assez exceptionnel sur Calais qui fait que les problématiques et la problématique de cette gestion de flux est assez particulière là-bas. Donc, situation tout à fait exceptionnelle, tout à fait intéressante. Alors, je pense qu'en fait, dans ce qu'on a vu, et en particulier sur la partie de prévention, qui est quand même un des axes majeurs pour rentrer dans le débat en tant que tel, on voit bien que un certain nombre d'établissements ne sont pas encore équipés de EDR, XDR, 16%, j'ai noté. Pourtant, ça semble une brique de sécurité importante. Alors, Laurent François, j'aurais envie de vous poser la première question. En fait, c'est quoi votre interprétation? En fait, qu'est-ce qui fait que certains établissements n'en ont pas? Alors, au niveau EDR, mon positionnement est simple. Pour moi, c'est une aberration d'avoir un chiffre aussi bas. Je ne peux pas comprendre qu'en termes de sécurité hospitalière, le chiffre ne soit pas plus important que celui-ci. Pour nous, en tout cas pour notre site, c'est une priorité absolument fondamentale. Par contre, pour l'existence des SIEM,
pour l'existence des SIEM, la particularité de notre CH qui fait que la notion d'urgence étant tout à fait relative, on se couvre avec des backups externalisés, complètement détachés de nos différents VLAN. On a bien sûr une segmentation VLAN sur tout notre réseau. On s'appuie simplement sur une sauvegarde de backup de toutes nos VM qui est faite de manière hebdomadaire et complètement détachée et déconnectée physiquement de notre réseau. On parie là-dessus. Par contre, dans le cadre de la convergence des systèmes d'information qui est en train de s'immiscer au niveau des 3 centres hospitaliers, il va de soi que l'acquisition d'un SIEM semble absolument impératif pour gérer cela, parce que faire converger les SI, c'est une chose, mais faire converger les SI veut dire exactement exposer les SI exposer les systèmes d'information aux autres systèmes d'information également des centres hospitaliers faisant partie du même GHT. Alors, on a dit plein de choses différentes là. Sur la partie EDR, c'est vrai que ça paraît étonnant en fait que certains XDR, mettons EDR, on va fixer les choses. Ça paraît étonnant que certains établissements n'en soient pas dotés ou pas dotés de manière complète. J'aurais bien aimé, alors je ne sais pas si c'est faisable, je vais essayer de vous partager une autre vision de l'étude qui a été menée, en fait, qui permet de positionner les différentes solutions. Alors, est-ce qu'on le voit? On me dit qu'on le voit, super. Donc, les différentes solutions qui ont été évaluées et mises à l'évaluation en fait du panel de GHT, en essayant de leur demander à la fois le taux d'équipement qui apparaît sur la gauche et puis l'évaluation, leur compréhension de la performance de ces différents outils. Alors évidemment, on voit certains outils qui se détachent un petit peu sur le haut, et puis d'autres qui sont un petit peu moins bien notés. Alors, question à France Imbervière, ça, ce panel-là, il ne va pas être représentatif de l'ensemble des solutions qui existent sur le marché, mais qu'est-ce qu'on peut en dire et finalement, qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans cette partie EDR ? Alors effectivement, il n'est pas représentatif du marché parce que, comme on le disait tout à l'heure, il est orienté du fait que c'est un retour d'expérience sur l'usage de ces produits-là par les GHT qui ont été interviewés et qui ont répondu à ça. Donc il en manque certains et il en manque certains dont c'est la spécialité. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des EDR en place doivent être là depuis un bon moment parce qu'on a affaire à des produits qui ne sont pas de nouvelle génération. Et les mieux notés sont ceux qui sont issus d'éditeurs qui ont fait un travail de fond très important sur les interfaces homme-machine, c'est-à-dire sur la console d'administration et la gestion des incidents sur l'EDR. Je rappelle, pour vulgariser la démarche, c'est une solution qui va détecter la compromission sur chaque machine et appliquer automatiquement ou pas, ça dépend des versions, le patch de rémédiation, la mise à jour de l'antivirus, et pour les plus évolués, la mise à jour d'un patch applicatif ou d'un patch système quand on l'autorise. La plupart de ces produits-là ne sont pas next-gen, donc c'est-à-dire qu'ils intègrent des BI, c'est ce qui va faire d'ailleurs des très jolis comptes rendus, des très jolies interfaces pour pouvoir gérer à l'exploitation la mise à niveau des équipements qui vont être mentionnés comme étant en risque. C'est un travail quotidien. Il y a, la remarque de Laurent François est très pertinente. Il a une politique de backup qui est hyper intéressante parce que c'est très pragmatique et assez essentiel. C'est pas du tout technologique que d'avoir un backup, ça intéresse personne, mais pourtant c'est fondamental parce que c'est ça qui permet de repartir si demain on se prend, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on utilise dans notre métier, une cartouche. Et quelque part, la solution du backup, c'est la solution la plus efficace qui soit, puisqu'on n'a pas besoin de s'interroger, de savoir où est le problème. On est capable de repartir from scratch sur la base du jeu de données que l'on a le plus à jour possible et le plus conforme possible, si tant est qu'on ait bien vérifié que son jeu de données est conforme, ce qui est, je crois, le cas de Laurent François, qui lui aussi fait... Vous faites des tests régulièrement, je crois, de vos jeux de données. Tout à fait. On insiste énormément au niveau de la maintenance préventive
systématiquement qui est faite mensuellement, où on vérifie, y compris l'intégrité des serveurs et des machines, mais également la possibilité de restauration de l'ensemble des VM. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, mais combien de temps vous y passez à ça, à ces tests 3 jours. 3 jours par 3 jours et on a 55-57 serveurs, je crois. 3 jours par mois? 3 jours par mois. Ça fait 3 jours entièrement dédiés à la maintenance, c'est que de la maintenance. donc un investissement super important, hein. Tout à fait. Alors, ouais, il est important, mais il est normal. Tout à fait. La normalité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Mais c'est juste qu'il y a un business model autour de cet écosystème qui fait qu'on n'invite pas à faire du backup. Mais pourtant, la solution de Laurent François, c'est la plus viable qui soit. Le DR est évidemment incontournable, mais la discussion n'est pas d'en mettre en cause le DR. La discussion est que si on veut être cohérent dans la résilience de son système d'information, un EDR performant et puissant est évidemment fondamental. Et donc, on devrait avoir 100% des GHT aujourd'hui qui soient équipés d'un EDR. Les 13% qui n'en ont pas aujourd'hui sont déjà hors la loi à certains points de vue. Et deuxièmement, court des risques absolument majeurs. Et la question, c'est pas est-ce qu'ils vont se faire attaquer, la question, c'est quand. Mais le deuxième enjeu, c'est de traiter la résilience de son système de données. Et le système de données, il est porté en résilience que par la technologie du backup et son contrôle. Et là, Laurent François, il a 60 serveurs, je crois, si j'ai bien entendu, quelque chose comme ça. Nous, on connaît des établissements qui ont plus de 1000 serveurs. Et on a un bonhomme de temps en temps qui passe moins d'1 heure par mois à vérifier qu'on a bien des logs qui sont sortis. Et évidemment, le jour où il y a un crypto qui arrive, ils sont incapables de reconstruire le jeu de données parce que ça fait des mois et des mois que les backups ne sont pas faits en conformité et avec des contrôles internes cohérents. Parce que c'est très difficile de faire un bon backup. C'est ça. Si je recentre sur la partie EDR, France Invervière, qu'est-ce qui différencie aussi les solutions? Est-ce qu'il n'y a pas des innovations dans les produits en eux-mêmes et qui ne sont pas forcément visibles dans l'utilisation, mais qui seraient intéressants là, de mettre en avant? Alors, si, l'innovation, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, de l'IA, dans les produits EDR, XDR, qu'on appelle maintenant les next-gen, donc les next generation. Et ces produits-là, aujourd'hui, les gros leaders de la next-gen, c'est Sophos, Checkpoint, F-Secure, qui ne sont pas dans le panel, là. C'est étonnant qu'on ne voit pas Sophos, d'ailleurs, parce que c'était un des premiers éditeurs d'EDR du marché. Mais ces technologies-là vont intégrer deux notions différentes, c'est-à-dire qu'elles vont prendre en charge l'incident immédiatement elles-mêmes, sans attendre, sans remonter une alarme à un opérateur qui va prendre la décision d'eux. Donc souvent, ça limite et ça stoppe tout de suite la propagation du crypto ou du malware dans le réseau d'entreprise. Donc l'apparition de l'IA, c'est en fait un ingénieur à plein temps qui regarde une console, qui est prêt à appuyer sur le bouton, mais qui tombe jamais malade et qui part jamais dormir ni en week-end. Donc l'IA va servir à ça. Et la deuxième chose, pour les IA les plus évoluées, elles vont traiter le risque comportemental. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que une machine qui va se connecter, qui va répondre plus facilement à du phishing qu'une autre, il va y avoir un peu plus d'observation sur cette machine-là. Et il va y avoir plus de CPU sur l'analyse des flux de cette machine-là. Ça, c'est des EDR de nouvelle génération, un peu performants. Et on va gérer d'autres flux que les flux antiviraux. On va gérer également le data leaks, l'aspiration de données, qui dans le secteur de la santé est la chose la plus redoutée, parce qu'en termes d'image de marque, de notoriété, et puis surtout de coûts judiciaires et pénals, est absolument dramatique. Donc ça va empêcher le data leak, ça va empêcher également la compromission de l'aspiration de données en interne, pas forcément qu'en externe. Voilà l'apparition de ces nouvelles générations. Et puis elle se pilote aussi avec un smartphone en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un SIEM qui va consolider l'information dans la salle de contrôle et de la direction d'exploitation du SI ou du GHT. Mais aujourd'hui les admins réseau et système ou sécurité vont pouvoir entrer chez eux. Ils ont droit à la déconnexion, certes, mais ils vont pouvoir avoir en temps réel une situation de la menace ou une exposition des attaques DDoS qui peuvent être contrées, qui sont des signes avant-coureurs. Parce que ce qui est intéressant dans le monde de la cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas d'attaque sans signaux faibles. Et du coup, les XDR de nouvelle génération peuvent être, si on est capable de les lire, en mesure de donner quelques signaux faibles qui devraient donner un peu d'attention et à ce moment-là, gérer des opérations et des actions de rémédiation anticipées pour contrer une attaque. Alors, on se rend bien compte en fait de l'intérêt d'avoir une proximité ou une communication, en tout cas entre les différents éléments, pour en cas d'attaque arriver à les contrer.
Laurent François, j'aurais envie de vous poser la question, mais finalement, est-ce que la convergence des systèmes d'information dans le GHT, est-ce que c'est pas une clé du coup? Est-ce que c'est pas une nécessité en fait? Excusez-moi, vous pourriez répéter, j'ai été perturbé par une personne qui est rentrée dans le bureau. Je vous écoute. Bien sûr, on voit bien que pour qu'une attaque soit jugulée, une attaque de ransomware en particulier soit jugulée, il est important que les différents équipements et les signaux puissent communiquer de manière à ce que les signaux faibles soient détectés. Et donc, je vous posais la question, en fait, la convergence des systèmes d'information des GHT, est-ce que c'est pas une nécessité? Est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel il faudrait agir dès maintenant? Alors, oui, de toute façon, c'est un peu la politique que l'on mène et qui est souhaitée par l'État. C'est le regroupement, la convergence de l'ensemble des SI. Par contre, autant on peut l'entendre dans le cadre des pratiques, ce qui facilite énormément de soucis, autant au niveau harmonisation, je pense que le côté humain derrière, il fait beaucoup et ralentit pas mal la chose. D'autre part, la convergence des SI, effectivement, on ne l'avait pas évoqué avant, la convergence des SI va faire en sorte également que la multiplication, le coefficient multiplicateur des risques sur les 3 GHT va sensiblement augmenter de toute manière, à moins d'avoir une centralisation totale des outils SIEM et des outils EDR ou XDR. Parce que je ne peux pas concevoir 3 CH gérant leur propre SIEM ou gérant leurs propres EDR sans convergence. Ça m'apparaît une aberration, ne serait-ce que pour pouvoir tracer ou remonter une attaque de rançon. Ça me paraît évident qu'il est nécessaire de converger et de faire converger l'ensemble de nos systèmes avec une gouvernance unique. Et alors, comment est-ce qu'on commence? Alors, je sais pas si c'est Laurent François ou France Verviers, en fait, c'est quoi les pistes? Parce que ça a l'air d'être un travail de longue haleine. Je vous laisse, France, donner votre avis. Ouais, ce sera plus facile pour moi, Laurent, plutôt que vu ma posture par rapport à la vôtre. Bah, la réponse, elle est politique, Jérôme. C'est qu'un groupement doit être géré avec des obligations de moyens et de résultats, et on s'aperçoit, que ce soit en France ou à l'étranger, que la plupart des groupements qui sont en place, soit au sens GIE, groupement d'intérêt économique, parce qu'ils sont privatisés, ou alors groupement d'intérêt public, parce qu'ils sont légiférés par des règles strictes de concentration des systèmes d'information. Dans la plupart des cas, plus c'est regroupé, moins c'est agile, et plus la dette technique est importante dans les établissements qui sont liés. Parce que quand on veut les faire harmoniser, il faut les faire harmoniser tous ensemble. Et comme ça représente une masse importante, ça fait des budgets délirants, ça fait peur à tout le monde, surtout à celui qui gère le groupement. Et donc, du coup, il n'y a pas de prise de risque politique pour pouvoir améliorer ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est contenté de fournir les applications métiers du centre hospitalier. On a fourni l'agenda, la gestion du dossier patient, le traitement comptable, etc. Et on ne s'occupe pas du reste. On s'occupe un peu de l'infrastructure parce qu'on nous l'a demandé. On s'en occupe au strict minimum. Le seul problème, c'est que ça nécessite des compétences qui sont importantes, qui sont dynamiques, qui se remettent en cause tout le temps et qui vont prendre du risque en permanence. Parce que si on ne remet pas en cause son infrastructure tous les jours, forcément, on est mort très vite. Parce que les hackers, eux, ils remettent en cause toutes les méthodes d'attaque tous les jours pour pouvoir mieux vous contrer demain. Donc, si on n'a pas les mêmes raisonnements techniques qu'eux, ça ne colle pas. Donc, le schéma, il est politique parce que le groupement, il est nommé généralement par des administrateurs qui sont plus des administrateurs d'administration plutôt que des ingénieurs techniques au sens responsable d'exploitation et RSSI ou directeur informatique, opérationnel, j'entends bien. Donc des gens qui connaissent le métier, qui ont une obligation de résultat à l'égard de leurs clients internes, c'est-à-dire l'utilisateur, et qui stressent le soir en se couchant de savoir s'ils ont bien protégé leur SI et le matin en se disant j'ai une nouvelle idée, on va la changer. Là, ça ce sont des SI qui sont résilients. Mais si c'est géré politiquement par des gens qui sont que des gestionnaires, ça ne peut pas marcher. Et la réponse de Laurent François est sous-entendue, c'est que la décision et la corrélation de ces éléments-là, elle doit être engagée d'une manière assez forte par les décisionnaires et que ce dernier nomme les bonnes compétences au bon poste. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Je n'ai rien à rajouter. Oui, Laurent François, j'allais vous poser quand même une question parce que dans l'étude qu'a présentée Caroline tout à l'heure, Caroline Tontard,
on voyait que les intrusions n'étaient prises en compte dans l'analyse des risques dont parlait France Invervière que dans 50% des cas, ce qui paraît hyper faible. Pas d'intrusion physique. Oui, intrusion physique, Oui. ouais. Oui, intrusions physiques qui, pour moi, sont rarement prises en considération, ou tout au moins pas de manière conséquente. Pour ce qui nous regarde, on a mis en place une traçabilité effective de tout accès au sous-sol et aux salles serveurs. On les a sécurisés avec des clés numériques. Tout accès est tracé et aucune personne ne peut rentrer seule, à l'exception des personnes qui ont à charge la surveillance et la maintenance de ces salles-là. Et de ce côté-là, elles sont dissociées. On a une salle réservée à la téléphonie, une salle réservée à l'ensemble des serveurs informatiques. Et pour l'instant, en étant également en pédopsychiatrie, voire en une petite partie de psychiatrie adulte, qui nous amène à être extrêmement vigilants sur le fait qu'un patient puisse déraper et se retrouver facilement devant la porte d'une salle serveur. Donc, ce sont des choses à prendre en considération de notre côté. Donc, on blinde un maximum les accès aux salles. Alors j'invite tous ceux, on a encore quelques minutes d'échange et puis après je vais pouvoir prendre les questions des uns et des autres, donc j'invite évidemment chacun à s'exprimer, à poser des questions si vous en avez. France Invervière, autre élément que j'ai vu dans cette analyse là, c'est les cyberassurances. En fait, c'est étonnant, il y a des cyberassurances et pourtant elles sont pas utilisées. Ouais. Non, elles ne sont pas utilisées. Alors, soit parce qu'il y a une mauvaise connaissance interne et pas une bonne communication entre les juristes et les opérationnels qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a bien une cyberassurance en place. Soit la police d'assurance n'est pas applicable. Et souvent, elle n'est pas applicable parce qu'encore 8 sur la tranche, il y a écrit dans le contrat, la dette technique n'est pas acceptable et le risque n'est pas couvert s'il y en a une. Et là, on a un gros souci, je pense que Laurent François confirmera, c'est que la plupart des équipements médicaux ou des applications médicales s'appuient sur des frameworks qui sont ancestraux pour certains. Les grands hôpitaux aujourd'hui, sur la PHP par exemple, ils ont une dette technique d'une moyenne d'âge de 15 ans à peu près sur les applications métiers. C'est ce que j'allais demander. Ancestral, ça veut dire quoi? C'est quoi Ancestral, c'est généralement supérieur à 5 ans en fait, voire 10 ans pour les frameworks. En fait. Donc les frameworks, c'est maintenu entre 8 et 10 ans et les systèmes, c'est maintenu entre 3 et 5 ans. Donc ça veut dire que si l'équipement qui gère de la donnée santé ou de la donnée nominative, donc de la donnée réglementée, s'appuie sur un système qui comprend un équipement matériel et un équipement logiciel qui n'est pas supporté par l'éditeur et le constructeur au sens de la maintenance, et bien à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une dette technique opérationnelle. Donc ça veut dire que si on voit une vulnérabilité sur cet équipement-là, le constructeur et l'éditeur ne communiquent pas et ne corrigent pas cette vulnérabilité. C'est charge à tous les détenteurs du système de trouver un moyen de se protéger par lui-même. C'est ça la dette technique. Et la dette technique, elle est évidemment très forte dans la partie métier, au sens hospitalier, culturellement, et elle est de moins en moins sur la partie infrastructure. Ça, c'est les bonnes nouvelles, parce qu'effectivement, depuis le Ségur de la santé, surtout avec la Covid, il y a pas mal de plans qui sont mis en place, dont le plan France Relance, par exemple, qui permet quand même à beaucoup d'établissements d'aller bénéficier au moins d'un audit et d'un accompagnement sur le schéma directeur payé par l'ANSSI et par le ministère de la Santé. Parce que c'est la plus grosse enveloppe, d'ailleurs, du plan France Relance qui a été donnée à la santé. 380 millions. Le montant 380 millions. C'était, oui, 350 millions. Et puis pour les audits, une enveloppe, je crois, de 125 millions d'euros pour être dans l'accompagnement justement de la restructuration de l'ensemble du système de sécurité des systèmes d'information. C'est vraiment bien ça. Le problème, c'est que les acheteurs au sein des groupements hospitaliers ne sont pas forcément ou mal informés de ça. Pour les directions informatiques, c'est des dossiers administratifs qui ne sont pas forcément très simples, parce que ça sort du cadre de l'application du règlement des marchés publics. Donc du coup, c'est un achat direct, on paye le prestataire localement, on se fait rembourser après, comment ça marche, etc. Normalement, les partenaires France Relance ont été accompagnés par l'ANSSI pour pouvoir gérer ces dossiers administratifs et faire les demandes pour les hôpitaux.
Donc ça se fait assez simplement, mais pour ça, il ne faut pas utiliser les partenaires habituels, parce qu'on ne peut pas demander à celui qui est en charge d'accompagner la sécurité d'un hôpital de pouvoir faire l'audit de la sécurité, ce n'est pas possible, il ne faut pas qu'il soit juge et partie. Donc il faut aller trouver d'autres acteurs. Nous, on recommande d'aller prendre des acteurs locaux, de bonnes références, mais ce n'est pas forcément des gros. D'ailleurs, plus c'est gros, moins c'est bon, historiquement. Donc on peut aller prendre des moyens ou des petits, dans lesquels on va trouver des panels de compétences et d'auditeurs qui feront un truc propre pour quelques dizaines de milliers d'euros en fonction de la taille de l'établissement, et qui va produire une photo sincère, pour le coup, parce que lui, il n'a rien à vendre, de la situation, et qui va aider les DSI à construire les budgets vis-à-vis de ces directions générales pour les dire, là, on a un vrai trou noir, il faut aller lever l'enveloppe, ou là, on est plutôt bon, et donc du coup, on va pouvoir lâcher un peu du pied pour cette année et se concentrer sur d'autres sujets plus importants. Mais la dette technique reste l'enjeu, et pour répondre aux problématiques de la cyberassurance, Generali vient de se retirer du paiement des ransomware, donc il ne couvre plus le paiement des rançons. AXA ne couvre plus le paiement des rançons, et la Lloyds, je l'ai vérifié hier soir, ne couvre plus les assureurs qui payent les rançons. Donc ça veut dire qu'on a à peu près la moitié des assureurs qui vont arrêter de payer les rançons. Et ça va changer quand même pas mal le périmètre, parce que beaucoup acceptent de payer la rançon parce que c'est le seul moyen de prendre le risque de repartir, sachant qu'une fois sur deux, ça ne sert à rien. Et la posture aujourd'hui à avoir pour les cyberassurances, on en connaît une qui a pris un format très clair, que je ne citerai pas, mais dans laquelle Laurent François pourrait se longer, c'est que si vous avez un backup éprouvé, testé, vérifié, moi je vous assure à 100% sur tous les risques cyber. Parce que la perte d'exploitation va être quasiment nulle, du fait qu'on est sûr de pouvoir repartir industriellement très rapidement. Si en revanche, vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez un backup durci, chiffré et physiquement distinct de votre environnement, votre capacité de redémarrage, elle est quasiment nulle. Ça va me coûter une blinde pour repartir. Pour les entreprises de plus de 2000 utilisateurs jusqu'à 1 milliard de chiffres, c'est 60 millions le coût de redémarrage. Alors, il n'y a pas de proportionnalité. Ce n'est pas parce qu'on a 1000 collaborateurs que ça va coûter 30 millions. Ça ne marche pas à ça. On peut redire le chiffre, là? Ça paraît colossal. 2000 utilisateurs, c'est 60 millions le coût de redémarrage. Le coût réel. Alors, les hôpitaux doivent pas intégrer le coût de la perte d'exploitation, quoique. Je crois qu'au ministère de la Santé, ils aimeraient bien savoir combien ils ont perdu. Mais dans le secteur économique civil, 2000 personnes, c'est 60 millions. C'est le prix de la couverture de la reprise suite à un ransomware qui a bloqué tous vos serveurs et tous vos postes de travail. Donc, c'est assez significatif. Mais si vous avez un bon backup, c'est pas grave. Je me suis fait j'ai pris ma cartouche, mais j'efface tout et je peux redémarrer parce que j'ai perdu peut-être 3 jours de jeu de données et la vie est belle. Et ça, il y a quasiment, je crois qu'il y a moins de 2% des sociétés qui ont un ransomware aujourd'hui qui sont capables de repartir avec un backup et un jeu de données inférieur à 7 jours. C'est ça. Et c'est là où on voit que l'investissement de Laurent François là, en temps et l'organisation qui a été mise en place, en fait, est absolument clé. Oui, et c'est la réalité des faits, c'est ça qui doit être fait. C'est un gars, c'est quasiment un quart de TP ou un demi-ETP par an qui doit vérifier tous les matins les logs, l'intégrité des logs et faire des jeux de restitution de données au hasard. Et tout le temps, c'est ce que fait Laurent François. Donc du coup, lui, il peut dormir sur ses 2 oreilles. Du coup, lui, il est dans une posture où en fait, il s'est attribué une sorte de vaccin avec ça. Il a le droit de tomber malade. D'ailleurs, la réglementation dit que vous avez le droit de tomber malade, mais vous n'avez pas le droit de ne pas être vacciné. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me protège pas. Laurent François. Je n'ai même pas attrapé le Covid. Voilà. Voilà. Non, mais c'est un bon exemple. Il est assez rare pour dire que moi, je suis surpris de le rencontrer parce que on le voit quasiment jamais, ça. C'est vrai. Malheureusement. On arrive pas très loin, le temps passe très vite. Je voudrais prendre quelques minutes pour prendre des questions qui ont été posées. À nouveau, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, je crois qu'il y en avait une qui était publiée tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Voilà. Budget cyber égale RH inclus. Oui. Réponse de Caroline Tantard. Oui, facile. C'est le plus facile. Le budget en cyber dans sa globalité, quels que soient les postes, quels que soient... Voilà, dans sa globalité. Pas rattaché, justement, au parcours de soi. Non. Oui. Et effectivement, c'est un point clé, en fait, parce que dans on voit bien que le temps dépensé dans la couverture, à la fois préventive et dans tous ces aspects préventifs, c'est absolument nécessaire.
Autre question, est-ce qu'il y a une politique de cybersécurité, un budget et des applications pour les hôpitaux publics centralisés au niveau de la gouvernance de santé publique DNS? Alors, je ne sais pas s'il y a... Moi, je peux vous répondre, mais peut-être que Laurent est plus affiné sur le sujet. Pas vraiment, non. Bon, alors la réponse est oui. En fait, depuis le Ségur de la santé, il y a une politique qui a été mise qui s'appelle la SONS, les systèmes ouverts non sélectifs, dans laquelle il y avait 2 plans. Il y a un plan de déploiement qui s'applique jusqu'au 15 octobre 2022, qui concerne la mise en place de mon espace santé du DMP et de l'IDNS. Donc, c'est l'ANS qui gère ça avec l'ANSSI et le ministère de la Santé. Et il y a la vague 2 qui démarre à partir du dernier trimestre 2022, qui concerne, c'est transformer le questionnaire de la vague 1 avec des exigences de palier et de vérification pour tout ce qui touche à la gouvernance, à la dette technique, à la politique de la sécurité physique, la traçabilité, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une obligation à partir de 2023, c'est ça que ça veut dire pour tous les établissements de santé, d'avoir, parce que ce sont des OSE, des opérateurs de services essentiels, de répondre à 2 principes qui sont la conformité de la résilience selon les textes de l'ANSSI. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les budgets, mais il y a énormément de crédits qui sont alloués, donc il faut aller les chercher, ils sont là, il faut les prendre, il faut juste savoir comment les prendre. Et la deuxième chose, c'est les audits qui vont devenir obligatoires avec des acteurs certifiés. Et ce ne sont plus des audits sur déclaration, mais des audits physiques avec force de preuve. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde et les acteurs de la santé, parce que ça va obliger une grande partie des établissements qui n'allouaient pas les budgets nécessaires à devoir le faire, qu'ils le veuillent ou non, parce que la contrainte réglementaire en face, elle amène quand même l'administrateur de l'établissement à une peine de 5 ans de prison, hein, donc, dans le nouveau code de la santé publique. Donc il va falloir y aller. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui sont alloués à la technique. Maintenant, sur les gouvernances, l'ANSSI a publié pas mal de choses, mais qui sont des référentiels assez génériques. Pour nous, on considère que dans le secteur de la santé, il y a quand même beaucoup de spécificités. L'établissement de Laurent François en est un exemple parfait. Si on a de la médecine d'urgence, ce n'est pas du tout les mêmes environnements. Si on fait de la chir, c'est évidemment pas pareil. Si on a de la biologie ou de la pharmacopée, c'est encore des systèmes différents. Donc, chacun est un peu spécifique quand même. Oui, je vois des compléments sur le fait qu'au niveau politique, de manière stricto sensu, oui, le ministère a dicté une politique au travers d'une feuille de route qui a été donnée aux ARS. Et également, merci Pierre Leroux. Et évidemment, mentionner les directives des prérequis depuis hôpital numérique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec l'hôpital et le Ségur numérique dans lequel on s'est inscrit. C'est vrai qu'il y a certains avantages et qu'il y a pas mal de financement derrière. Par contre, étant un vieux roublard, la notion de DMP, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec une ministre qui s'appelait Roselyne Bachelot, qui a fait des pieds et des mains pour essayer de sortir quelque chose. J'ai sincèrement, l'impression qu'on est en train de, allez, entre guillemets, brasser de l'air, et que l'infrastructure même de ce que l'on attend du DMP n'est pas positionnée, n'est pas en place. On en est au balbutiement où on nous demande de remonter certains éléments de base. J'ai l'impression qu'on est au début de ce qu'on appelle le PMSI et la remontée des données. C'est-à-dire, on est 13 ans en arrière et que le dossier, la volonté est peut-être là, mais elle n'est pas suffisamment encadrée, et se reposer sur les gouvernances en passant par la ZRS ou par l'ANSSI, je pense que c'est pas forcément suffisant. Si vous avez malheureusement pas la chance d'avoir une structure RSI, RSSI et DSI qui connaît bien son sujet, il n'y a rien qui en sort. Il y a un vaste programme qui s'offre devant nous là. Il faut arriver à mettre tout le monde au niveau. Une question très pratique justement sur les plans de reprise d'activité. Comment organiser son PR? Alors, je ne sais pas si en une minute on peut répondre à ça. Ça, c'est à Laurent de répondre. Le PRA, à partir du moment où vous avez
vous avez déjà en place ce que j'évoquais avec tout ce qui est solution de backup, maintenance et tout ça. Nous, on a un PRA de reprise sous 48 heures parce qu'on n'a pas de contraintes. Encore une fois, et la spécificité de notre établissement fait que l'on peut éventuellement se préserver d'un accès ne serait-ce qu'au dossier patient informatisé, sans évidemment sans avoir omis d'avoir une copie systématique de toutes les ordonnances et prescriptions qui est générée toutes les 5 minutes sur un serveur qui est réservé totalement à ça. Donc, même sans accès à l'applicatif du dossier patient ou en cas de carafe, on a toujours la possibilité de rebondir. Le côté PRA, je vous dis, n'est pas une priorité. On n'est pas sur du PRA de 2 heures ou de 4 heures. On est sur du PRA sur un 48 heures qui nous va et qui va à notre spécificité. Je pense que le PRA dépend également de l'activité. Une MCO ne peut pas avoir un PRA de 2 heures, c'est pas possible. Elle doit absolument continuer de travailler H24. J'avais envie de vous demander, et vous le testez également Évidemment, régulièrement? évidemment. C'est quand J'étais sûr de la réponse. Ah oui, bien sûr, oui, non, c'est testé les 3 jours. Les 3 jours, c'est que du test, en fait. C'est les 3 jours que l'on appréhende le plus à la fin du mois parce que c'est rébarbatif. Maintenant, comme je vous le disais, Jérôme, systématiquement, quand il y en a un de nous 2 ou nous 3 qui systématiquement oublie quelque chose, il se fait gentiment allumer par son collègue et à juste titre. Donc, on n'en veut même pas, quoi. C'est une façon de travailler qu'on a prise et c'est comme ça. Alors, justement, ça m'amène à une question, alors, j'en ai aussi une, sur la formation, parce que tout ça, ça ne marche que si finalement tout le monde est impliqué et tout le monde est au bon niveau. Alors c'est une question un peu large, parce qu'il y a à la fois la formation technique, mais il y a aussi la formation de tous ceux qui sont utilisateurs de la technologie, autant dire tout le monde. Comment est-ce qu'on peut aborder ça sereinement? Alors, je sais, Laurent François, vous avez une politique aussi assez intéressante sur ce domaine-là de Ouais, nous, d'éducation. on a mis en place une communication accrue sur tous les dangers que pouvaient représenter la moitié des vecteurs principaux, comme les mails, la surveillance. Donc, on communique énormément, à peu près une fois tous les 2 mois, systématiquement dessus. Avec un PDF, avec des reprises, avec des exemples. Donc, on est extrêmement vigilant. On fait une différence également et on a décidé de mettre un peu plus le paquet au niveau de la formation sur les gens qui étaient en fin de carrière, qui sont moins réceptifs aux nouvelles technologies, qui ne s'aperçoivent pas, qui n'ont pas la culture virale et informatique. Donc, qui pour eux, ils ne s'imaginent pas qu'un petit clic peut générer derrière des dizaines de milliers de pertes. Donc, on met vraiment le point de formation un peu plus sérieux sur cette catégorie de personnel. Les jeunes étant un peu plus rompus aux risques et savent ce que la cyberattaque signifie. Mais beaucoup de formation et beaucoup de communication sur les 2. Jérôme, j'ajouterais, si tu veux bien, nous, quand on arrive sur des incidents et qu'on fait du reverse engineering sur les raisons et les causes de l'incident, pourquoi est-ce que, alors qu'on a un firewall, des antivirus, un EDR, pourquoi est-ce qu'on se fait quand même malgré tout attaquer? Et on a exactement le même taux de motivation d'incident qu'en aéronautique, c'est qu'on est dans 99,2% des cas, la faute est humaine. C'est pas la technique qui est en cause. Avoir un superbe EDR et acheter une belle licence très chère, c'est super bien, mais si on ne sait pas s'en servir, c'est top. Un petit chiffre statistique qui va nous faire tous très peur, moins de 2% des administrateurs système et réseau qui gèrent un firewall ont été formés par l'éditeur du firewall pour pouvoir l'administrer. Donc ça veut dire qu'on a 98% des gens qui pilotent la sécurité d'un hôpital qui n'ont pas leur brevet de pilote. Et donc du coup la formation, c'est le nerf de la guerre pour améliorer la résilience. La compromission, elle ne passe que par le facteur humain. Les produits et les technologies sont toutes très très bonnes, c'est juste qu'on s'en sert de façon différente. Et là, c'est encore un engagement politique, c'est accepter que l'administration des centres mette de l'argent là-dessus.
Le Ségur de la santé a mis en avant pas mal. Ils ont dégagé une enveloppe de 50 millions pour la formation professionnelle sur les risques cyber. Donc ça aussi, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant, ça existe maintenant. Donc il faut quand même se féliciter de voir ça. Mais il faut y aller, mais on a peur d'investir sur les gens parce que ça veut dire que ça coûte du temps, de l'argent. Une fois qu'ils sont formés, ils vont aller ailleurs pour se vendre plus cher, ce qui n'est pas idiot, mais c'est incontournable et c'est comme ça qu'on va améliorer la culture générale de la résilience des systèmes cyber. C'est le bonhomme quand même, tout passe par lui. Alors, je pense qu'on a le temps juste d'une dernière question. J'en vois une qui s'affiche là de Pierre Leroux. Pensez-vous que le décret 2022-513 du 8 avril 2022 relatif à la sécurité numérique du système d'information et de la communication de l'État et de ses établissements publics s'applique directement aux hôpitaux publics? La réponse est oui. En fait, c'est facile. À chaque fois qu'il y a eu des réponses... Elle a même été faite pour eux, d'ailleurs. Limite, elle a été faite pour la PHP. Mais, et puis après, tous les autres subiront la même règle. Alors, on arrive au terme de cette présentation et de ce webinaire. Je voulais vous remercier chacun de ceux qui ont été présents aujourd'hui. Remercier en particulier évidemment Laurent François, Francine Vervière, Caroline Tantard pour cet échange qui était passionnant. Vous avez les contacts qui s'affichent si vous voulez poursuivre la discussion. Vous avez sur la partie plus de Health and Tech Research et en particulier, il y a eu une esquisse tout à l'heure sur la partie Business Intelligence que je présentais, mais également sur l'étude complète, les coordonnées de Vincent Wick qui s'affichent. J'invite aussi tous ceux qui ont participé à bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction. Ça nous aide beaucoup pour les prochaines éditions. La prochaine édition sera consacrée au parcours innovant, je crois. Oui. Exactement, pour Health and Tech Research. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. J'avais une...